Au procès des attentats du 13 novembre, c'est l'heure du réquisitoire. Les procureurs vont essayer de démontrer les responsabilités des 20 co-accusés. Journée d'action des personnels hospitaliers en France, ils réclament plus d'effectifs et des salaires plus élevés. En Ukraine, des combats acharnés se poursuivent à Sieverodonetsk. La Russie affirme regagner du terrain et contrôler totalement les zones résidentielles de la ville. Après 9 mois d'audience, dans le procès des attentats du 13 novembre qui juge Salah Abdeslam et 19 co-accusés, la parole est désormais à l'accusation. L'audience doit débuter ce mercredi après-midi à la Cour d'assises spéciale de Paris. Tour à tour et pendant 3 jours, les représentants du parquet national antiterroriste vont essayer de démontrer les responsabilités de chacun des accusés jugés depuis le 8 septembre. 12 accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité, dont Salah Abdeslam, unique membre encore en vie des commandos qui ont causé la mort de 130 personnes. Mutique pendant l'enquête, celui qui s'était présenté comme un combattant de l'État islamique avait finalement répondu aux questions pendant le procès, mais sa vérité a peiné à convaincre l'accusation. Après les réquisitions, la parole sera donnée à la défense à partir du 13 juin. Le verdict de ce procès hors norme par sa durée est attendu le 29 juin. Il s'était donné rendez-vous dans une 50aine de villes de France. Mais la mobilisation des personnels hospitaliers n'a pas fait le plein ce mardi. Entre 200 et 300 manifestants seulement à Paris, Toulouse, Nantes ou Grenoble pour réclamer plus d'effectifs et des salaires plus élevés. Pourtant, la situation urge pour des personnels hospitaliers à qui on demande de faire plus avec moins de temps et de personnel. C'est aux urgences que le feu couve. Faute de soignants, au moins 120 services ont été forcés de limiter leur activité ou s'y préparent. Les gens tirent la sirène d'alarme depuis un moment, donc ça craque de partout, le bateau coule. Le président de la République, je ne sais pas comment il va faire, il parle de mission flash. Forcément, il faut des mesures rapides, mais il faut tout refonder de fond en comble pour que l'hôpital puisse être sauvé. On manifeste parce que les conditions de travail se sont énormément détériorées et c'est plus possible de travailler dans ces conditions-là à l'hôpital public aujourd'hui. Très attendues les conclusions de la mission Flash confiée à l'association SAMU Urgence de France. Le président Macron a promis des décisions d'urgence dès juillet. Pour remettre l'hôpital sur pied, des pistes sont déjà avancées comme la revalorisation du travail de nuit et du week-end ou l'obligation d'appeler le 15 pour filtrer l'accès aux urgences déjà mise en œuvre à Cherbourg ou à Bordeaux. D'intenses bombardements et des combats de rue acharnés. Sieverodonetsk reste l'épicentre des affrontements dans l'est de l'Ukraine. Et ce mardi, la Russie affirme gagner du terrain dans cette grande ville industrielle. Dans un rare briefing télévisé, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, a déclaré que les zones résidentielles de la ville avaient été totalement libérées. La prise de contrôle de la zone industrielle et des localités voisines se poursuit, a-t-il précisé. On a appris par ailleurs que 800 civils s'étaient réfugiés dans les abris d'une usine chimique de Sieverodonetsk, l'usine Azot, propriété du magnat ukrainien Dmytro Firtash. C'est l'avocat américain de ce dernier qui a révélé l'information. La prise de Sieverodonetsk ouvrirait aux Russes la route de Kramatorsk, grande ville de l'oblast de Donetsk. À Bakhmout, à une dizaine de kilomètres de la ligne de front, de nombreux habitants vivent sans eau ni électricité. Les distributions d'aide humanitaire leur permettent de se nourrir. La peur est omniprésente, mais certains relativisent. La situation n'est pas critique par rapport à d'autres villes comme Severodonetsk ou Mariupol. C'est encore normal ici. Mais les explosions et les bombardements sont devenus plus fréquents ces derniers jours. C'est très inquiétant depuis maintenant 2 semaines. Ce mardi, dans une interview au Financial Times, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a redemandé de l'aide militaire aux Occidentaux. Avant toute négociation, l'Ukraine a besoin d'une victoire sur le champ de bataille, a-t-il plaidé. Ouvrir des corridors en mer Noire pour reprendre les exportations de blé ukrainien, c'est le principal objectif affiché pour la visite du chef de la diplomatie russe à Ankara. Alors que la crise alimentaire menace, Sergueï Lavrov est arrivé ce mardi soir en Turquie.
Mais le transport de céréales ne sera pas le seul sujet abordé. Les discussions porteront aussi sur les projets d'Ankara de lancer une nouvelle offensive militaire dans le nord de la Syrie pour y déloger les milices kurdes. La Turquie a vraiment besoin de la bénédiction de la Russie pour pouvoir mener cette opération, estime cet analyste. Je pense qu'ils vont vraiment essayer d'obtenir ce genre de concession de la part de la Russie. Outre la crise alimentaire dont ils vont discuter pour l'Ukraine, je pense que cela va être un sujet de premier plan pour la Turquie. Le président Erdogan a vraiment besoin de cette opération en Syrie pour des raisons de politique intérieure. Il est en train de perdre du terrain selon tous les sondages d'opinion et il fait face à une élection assez critique qui pourrait être un coup près. À un an de l'élection présidentielle, le pays est confronté à une grave crise monétaire. Les autorités turques comptent notamment sur les revenus du tourisme pour soutenir l'économie. Or, la Russie est aussi le pays qui fournit le plus gros contingent de touristes au pays. La Russie s'éloigne un peu plus des institutions internationales. Les députés ont adopté une loi autorisant le gouvernement à ne plus se conformer aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, motif avancé des décisions en contradiction avec la constitution russe, ses valeurs et ses traditions. Et pour cause, cette Cour de justice créée en 1958 par le Conseil de l'Europe était le dernier recours pour de nombreux citoyens russes contre des décisions jugées injustes et bafouant les droits de l'homme. Concrètement, Moscou n'appliquera plus les décisions de cette cour prises après le 15 mars, date à laquelle le pays a décidé de quitter le Conseil de l'Europe. Le lendemain, la Russie était officiellement expulsée de l'institution en raison de son intervention militaire en Ukraine. Le roi des Belges, Philippe, est arrivé mardi après-midi à Kinshasa. C'est sa première visite officielle en République démocratique du Congo, une visite hautement symbolique placée sous le signe du travail de mémoire et de la réconciliation entre la Belgique et son ancienne colonie. Le couple royal a été accueilli à l'aéroport par le président de la RDC, Félix Tshisekedi. Le combat d'un Français pour préserver les arbres. Au cœur de Paris, un homme vit dans un platane sur le champ de Mars depuis une semaine pour s'opposer à l'abattage des arbres en ville et dans les forêts. Ce défenseur de l'environnement qui vient d'entamer une grève de la faim demande au gouvernement le renforcement de la protection des alignements d'arbres et l'encadrement des coupes rases de résineux. L'inquiétude en Amazonie après la disparition d'un journaliste britannique et d'un anthropologue brésilien. Depuis dimanche matin, la trace des deux hommes a été perdue. Dom Phillips, 57 ans, collabore avec plusieurs journaux dont le Guardian et le New York Times. À ses côtés, Bruno Arao Pereira est un des plus grands spécialistes des peuples indigènes. Ils effectuaient des recherches pour un livre dans la vallée de Javari, une région reculée non loin du Pérou, une région où vivent des tribus totalement isolées et qui connaît une escalade de la violence armée en raison de la présence de mineurs, d'orpailleurs ou de chasseurs clandestins. Il place cette région dans la lumière et je veux que les yeux du monde entier regardent, a réagi la sœur du journaliste. Je veux que lui et Bruno soient retrouvés. On craint qu'il n'ait été enlevé par des personnes qui voulaient faire taire les révélations qu'il faisait sur les activités illégales dans la région, précise son époux. Le président brésilien Bolsonaro a évoqué un possible accident ou une exécution tout en qualifiant l'expédition d'aventure peu recommandable. Il assure néanmoins mettre tout en œuvre pour retrouver les deux hommes. On en rêvait tous, un chargeur qui s'adapte à n'importe quel smartphone, tablette ou appareil photo. Un rêve qui deviendra réalité à l'automne 2024 dans l'Union européenne. Les 27 se sont mis d'accord ce mardi pour imposer un chargeur filaire universel de type USB-C. Une bonne nouvelle pour les consommateurs qui n'auront plus besoin de changer de dispositif à chaque nouvel appareil, mais pas que. Cette nouvelle règle permettra d'économiser plus de 1000 tonnes de déchets électroniques par an. Vous vous rendez compte ? Et tout ça grâce à une seule réglementation et aussi une réduction annuelle de près de 200 kg de CO2, ce qui équivaut à 10 millions de smartphones et 2600 tonnes de matières premières. Et nous savons que ces jours-ci sont critiques sur les matières premières plus que jamais.
Il faudra attendre 2026 pour que ce chargeur unique soit compatible avec les ordinateurs portables ou les montres connectées. La réglementation prévoit aussi une harmonisation de la vitesse de charge, quel que soit l'appareil utilisé. Il aura fallu attendre 13 ans pour obtenir cette avancée et vaincre la résistance des entreprises. Apple s'était opposé au texte européen, estimant qu'il étoufferait l'innovation. Il continue à faire cavalier seul avec sa technologie de charge Lightning.